Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une période absolument charnière de notre histoire, la France de 1974 à 1988. Alors oui, c'est un chapitre clé du programme de terminale et c'est important pour le bac bien sûr, mais croyez-moi, c'est bien plus que ça. C'est le moment où la France bascule, vraiment. On quitte une époque, celle des 30 Glorieuses et de sa croissance presque insouciante, pour plonger dans une nouvelle ère. Une ère de crise, oui, mais aussi d'innovation politique, sociale et culturelle absolument fondamentale pour comprendre le pays dans lequel on vit aujourd'hui. Alors, la question qu'on va se poser est la suivante. En quoi ces années, de 74 à 88, sont-elles un tournant majeur qui a littéralement redéfini la France? On connaît tous l'expression 30 glorieuses, cette période d'après-guerre où tout semblait possible. Pour la suite, certains historiens ont parlé des 20 piteuses. Un terme assez dur, non? Qui évoque la crise, le chômage, le doute. Mais est-ce que cette vision n'est pas un peu trop simple, un peu trop noire? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, en apportant un peu de nuance à ce tableau. Allez, on attaque notre premier axe d'analyse, le virage politique, parce que là ça secoue. Après des décennies de pouvoir gaulliste, la scène politique française va être complètement bouleversée. Des changements qui vont redéfinir en profondeur les règles du jeu de notre 5e République. Regardez ces deux slogans. Ils résument tout. D'un côté, en 1974, on a Valéry Giscard d'Estaing, un centriste qui nous propose de conduire le changement. L'idée, c'est de moderniser la France, mais sans tout casser. Et de l'autre, en 1981, François Mitterrand et les socialistes arrivent avec une promesse bien plus radicale, changer la vie. Ce n'est pas juste de la politique, là, ce sont de véritables projets de société qui s'affrontent. Ce graphique est juste incroyable. Il illustre parfaitement la situation. La France est coupée en deux. En 1974, l'élection de Giscard se joue à un fil, à même pas 500 000 voix près. Ce n'est pas un détail, ça révèle une fracture politique béante qui va marquer toute la période. Le pays est vraiment partagé, presque à 50-50 entre deux visions du monde. Et cette fracture, elle va aboutir en 1981 à un événement historique. L'alternance. Retenez bien ce mot, il est fondamental. Pour la toute première fois depuis la création de la 5e République en 1958, la gauche arrive au pouvoir. C'est une rupture politique, bien sûr, mais aussi symbolique, qui est absolument immense. L'idée même d'alternance devient alors une caractéristique normale de notre vie politique. Et une fois au pouvoir, le gouvernement socialiste ne perd pas de temps. Il applique son programme, les fameuses 110 propositions. On voit ici quelques-unes des mesures les plus emblématiques. Certaines sont très symboliques, comme l'abolition de la peine de mort, un combat porté par le ministre Robert Badinter. C'est un moment d'histoire. D'autres sont des avancées sociales très concrètes, la 5e semaine de congés payés, la retraite à 60 ans. L'objectif est clair, construire une société perçue comme plus juste et plus solidaire. Mais cet état de grâce ne dure pas. Dès 1983, le mur de la réalité économique se dresse. Le chômage qui grimpe, l'inflation, le déficit, c'est ce qu'on appelle le tournant de la rigueur. Mitterrand se retrouve face à un choix stratégique. Il décide de maintenir la France dans le système monétaire européen, et pour ça il faut serrer la vis, adopter une politique d'austérité. C'est une décision cruciale et une vraie douche froide pour une partie de son électorat qui se sent trahi. La conséquence politique de cette déception, elle est directe. La droite gagne les élections législatives de 1996. Et là, on entre dans une situation complètement inédite, du jamais vu. La cohabitation, c'est un concept essentiel à maîtriser. On a un président de gauche, Mitterrand, obligé de nommer et de gouverner avec un Premier ministre de droite, Jacques Chirac. L'exécutif a deux têtes, qui ne sont pas toujours d'accord, c'est le moins qu'on puisse dire. Une nouvelle pratique institutionnelle est en train de naître. Ok, on a bien vu l'agitation politique. Passons maintenant à notre deuxième partie, les transformations de la société. Parce que pendant que ça bouge à l'Élysée, la société française, elle aussi, est en pleine ébullition. C'est vraiment une période de contraste. D'un côté, on a des avancées sociétales majeures, et de l'autre, on voit apparaître de nouvelles fractures profondes et durables. Cette phrase de Simone Veil, alors ministre de la Santé, est historique. Elle la prononce à la tribune de l'Assemblée nationale pour défendre la légalisation de l'IVG. La loi qui passe en 1975 est une victoire fondamentale du mouvement féministe. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les débats pour en arriver là ont été d'une violence inouïe. Ça nous montre à quel point la société française était divisée sur ces questions de mœurs. Et en parallèle de ces avancées, une fracture économique et sociale terrible est en train de s'installer. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En moins de 15 ans, le nombre de chômeurs est multiplié par quasiment 5. C'est l'entrée de la France dans l'ère du chômage de masse. Et ce n'est pas abstrait, ça touche surtout les jeunes, les femmes, les ouvriers des vieilles industries. La précarité devient un problème structurel de notre société. Évidemment, ce contexte de crise économique a des conséquences. Dès 1974, le gouvernement décide de stopper l'immigration de travail. Et en même temps, les tensions sociales montent et on voit l'émergence d'un discours de plus en plus xénophobe. Un discours qui est instrumentalisé par le Front National de Jean-Marie Le Pen, qui fait un lien direct, simpliste, entre immigration et chômage. Ces paroles de la chanson Lily de Pierre Perret sont très fortes.
Elles illustrent parfaitement la désillusion face au racisme ordinaire. Elles montrent le fossé immense entre l'idéal de la République, le pays de Voltaire et d'Hugo, et la réalité des discriminations. Mais face à cela, des gens réagissent. De nouveaux mouvements citoyens apparaissent, comme la fameuse Marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983, un événement majeur. Allez, on aborde notre troisième et dernière partie, les mutations culturelles. Parce que cette période, c'est aussi une véritable révolution dans les médias, dans les pratiques culturelles. Une révolution dont on ressent encore les effets tous les jours. Cette frise, elle nous raconte une histoire, celle de la libération du paysage audiovisuel. On passe d'un monopole d'État, l'ORTF, qui contrôlait toute l'info, à une explosion de voix différentes. Pensez aux radios libres en 81, c'est une bouffée d'air frais qui déferle sur les ondes, qui libère la parole, la musique. La privatisation de TF1 en 87 termine ce mouvement. Les médias entrent dans une nouvelle ère, celle de la concurrence et de la logique commerciale. Et cette libération des ondes, elle se traduit par un changement de ton radical. L'humour en est un super exemple. On passe du comique plus familial d'un Louis de Funès à la satire sociale politique de Coluche ou de la troupe du Splendide. L'humour devient un vrai contre-pouvoir. La candidature de Coluche à la présidentielle de 81, c'est une énorme provocation, mais ça en dit long sur cette nouvelle irrévérence qui s'installe dans la société. Bon, il est temps de rassembler un peu toutes les pièces du puzzle. En conclusion, quel bilan on peut tirer de cette période si riche, si dense ? On va revenir à notre question de départ. En quoi ces années ont-elles été un tournant décisif ? Le point crucial à retenir, c'est que la France de 1988 n'a plus grand-chose à voir avec celle de 1974. Politiquement, l'alternance est devenue la norme. Socialement, on a conquis des droits nouveaux, mais en même temps, de nouvelles fractures, comme le chômage de masse, se sont installées pour de bon. Et culturellement, la libéralisation a ouvert le pays, mais l'a aussi mis face au défi de la mondialisation. C'est donc bien un héritage complexe, ambivalent, qui se dessine. Attention, petite pause, on passe en mode préparation du bac. Voici une petite boîte à outils méthodologique pour vous aider à bien maîtriser ce chapitre pour l'examen. C'est le moment de se concentrer. Le vocabulaire, c'est la base. Le RPR, c'est le grand parti de la droite gaulliste, celui de Chirac. L'UDF, c'est le parti du centre et de la droite libérale, celui de Giscard. Et les ZEP, les zones d'éducation prioritaire. Ça a été créé en 1981, c'est un outil de politique sociale pour essayer de lutter contre les inégalités à l'école. Retenez bien ces sigles, ils sont vraiment incontournables. Un petit rappel de méthode pour l'étude de documents, c'est essentiel. Il faut toujours respecter ces 3 étapes. D'abord, présenter. Qui parle, quand, quel type de document ? Par exemple, pour le discours de Simone Veil, une ministre en 1974 devant les députés. Ensuite, analyser. Qu'est-ce que le document nous dit ? Quels sont les arguments ? Et enfin, et c'est là que vous faites la différence, critiquer. Quelle est la portée du document ? Est-ce qu'il a des limites ? Quel est son point de vue ? C'est cette dernière étape qui montre que vous avez vraiment un regard d'historien. Et voilà, je vais vous laisser avec cette question pour ouvrir la réflexion. Les grandes fractures qui sont apparues entre 1974 et 1988, la précarité, le chômage, les débats sur l'immigration, les inégalités, une certaine défiance envers la politique, est-ce que, sous des formes nouvelles, ce ne sont pas encore les nôtres aujourd'hui ? Réfléchir à cet héritage, c'est la clé pour comprendre les enjeux de la France contemporaine. Merci beaucoup de votre attention et bien sûr, bonne révision à toutes et à tous.